Hello, bonjour, bonjour. Merci pour les cœurs. Bonjour, bonjour à tous ceux qui me suivent. Alors aujourd'hui, nous allons aborder des questions très compliquées. Alors on parlera du programme de Donald Trump. Et je pars du Congo-Brazzaville, de l'Afrique également. Je fais toujours le lien entre les États-Unis, la France, l'Europe et l'Afrique. Donc vous allez comprendre pourquoi, parce que moi je suis économiste également, juriste, économiste. Alors, forcément, il y a des éléments qui m'interpellent suite à la signature de plusieurs décrets par le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Donc, il y a quand même des questions qui portent sur les sciences économiques et sociales que j'ai justement, que j'enseigne à mes élèves. Donc, le droit de la concurrence pure et parfaite, l'abus de position dominante, voilà. Donc, ce sont des notions justement qui m'interpellent, étant donné que j'enseigne cette matière des sciences économiques et sociales. Donc, je vais essayer de faire le lien entre l'Union européenne, la France, les États-Unis et l'Afrique sur ces questions-là. Parce que Donald Trump vient de signer des actes qui compromettent la concurrence pure et parfaite. Voilà. Donc, on voit bien, on a parlé pendant mes cours des sciences économiques et sociales de la position dominante. Donc, des sanctions sur la position dominante ou sur la concurrence pure et parfaite qu'on veut avoir sur les marchés. Et quel impact sur l'économie européenne et quel impact sur l'économie surtout africaine. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'Union européenne trouvera bien des parades pour s'en sortir. Mais que devient l'Afrique dans plusieurs pays qui dépendent, en fait, plusieurs pays d'Afrique dépendent de l'économie de rente, donc de cette extraction des matières premières. Et ce qui a motivé ce direct aujourd'hui, je viens de lire une publication d'un compatriote du Congo-Brazzaville, d'un compatriote africain, qui parle de Donald Trump qui sûrement viendra les aider à se débarrasser de la dictature. Parce qu'au Congo-Brazzaville, il y a M. Sassou Nguesso qui est là depuis plus de 40 ans au pouvoir. Et on voit bien les conséquences de cette pérennisation au pouvoir. Alors, quelles sont les conséquences? Donc, c'est sur ça surtout que je vais apporter quelques éléments de lumière pour ceux qui veulent bien comprendre les choses. Parce que je vois plusieurs Africains dans les réseaux sociaux applaudir Donald Trump. Et ils étaient d'ailleurs plusieurs à soutenir ce monsieur, tout en oubliant que toute la politique en fait de Trump est contre l'Afrique. Il n'y a rien du tout de bon qu'il a annoncé. Les premières mesures qu'il vient de signer, c'est totalement contre l'Afrique. Alors, je parle déjà des frontières. Donc, vous avez bien constaté les frontières. Quand on parle des frontières, la politique des frontières, l'élaboration, la construction du mur à la frontière mexicaine. Alors, vous voyez bien qu'à la frontière mexicaine, il n'y a pas que les Mexicains qui veulent aller aux États-Unis. Il y a plusieurs Africains qui s'amassent justement le long de cette frontière mexicaine pour rentrer aux États-Unis. Et ça, beaucoup d'Africains ne le savent pas. Mais il faut aller regarder les documentaires sur cette question, où il y a beaucoup d'Africains qui s'amassent, qui traversent presque tout le continent, qui partent du sud de l'Amérique latine pour remonter vers le Mexique, pour regagner les États-Unis. J'ai vu beaucoup des compatriotes de la RDC, de la République démocratique du Congo, beaucoup des compatriotes camerounais, du Cameroun, beaucoup de compatriotes de tous ces pays où les systèmes politiques ne marchent pas, où il n'y a rien qui est mis en place pour les jeunes. Alors généralement, ces jeunes cherchent à s'en sortir et ils partent ailleurs.
Et on voit bien la ligne, en fait, comme on dit, la route vers les États-Unis, eh bien, passe par l'Amérique latine et ils traversent le Mexique. Donc, ils sont nombreux des Africains qui s'amassent le long des frontières américaines, le long des frontières mexicaines pour tenter leur chance vers les États-Unis. Et là, on voit bien les Africains applaudir la politique de Donald Trump, donc de construire finalement ce mur et de mettre la politique d'immigration qu'il promet de mettre en place, c'est compliqué. Donc, des admissions des réfugiés, le rétablissement des mousselines ban. Donc, quand je vois que même ceux de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, même ceux-là, ils applaudissent Trump, alors que Trump a mis en place, justement, il va mettre en place le Muslim ban. C'est-à-dire les réfugiés qui viennent des pays où il y a beaucoup de terroristes auront des difficultés pour avoir la condition de réfugié aux États-Unis. Mais curieusement, ceux de l'AES, l'AES, hein, vous savez, c'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui se sont mis ensemble pour justement soutenir leur pouvoir, pour rester longtemps au pouvoir. Donc, c'est des pays putschistes hein, ou des régimes putschistes qui se sont installés. Sauf que leur soutien, on voit bien une bonne partie de leur soutien qui applaudissent Trump. Et pourtant, Trump vient de mettre le Muslim ban, il vient de le réactiver. C'est-à-dire que les réfugiés qui viennent des pays potentiellement terroristes, là où il y a des terroristes, on sait bien qu'au Mali, le long du Sahel, c'est le terrorisme. Donc, c'est les personnes qui viennent de ces pays-là pour demander l'asile aux États-Unis auront des difficultés avec M. Donald Trump. Mais curieusement, les Africains de l'AES applaudissent. Et pourtant, c'est des mesures qui vont à l'encontre justement de leur pays, de l'AES. Parce que l'AES est infestée de terroristes. Mais eux, ils applaudissent. Donc, par manque d'information ou par fainéantise intellectuelle. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette zone de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Mais il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest, puisque même au Congo-Brazzaville, même en Afrique centrale, il y en a qui applaudissent. Et ils oublient qu'il y a leurs compatriotes qui seront malmenés par Trump. Ça, ils oublient. Voilà. Donc, les réfugiés. Le rétablissement de la politique du remand in Mexico. Donc, tous ceux qui vont entrer, des dizaines de milliers de demandeurs d'asile, ils doivent rester stationnés au Mexique. Donc, ils ne rentrent pas aux États-Unis tant que leurs documents, leurs dossiers ne sont pas traités. Ah, ça, par contre, si c'est la France qui avait décidé de cela, on allait entendre tout le monde venir crier haut et fort. Maintenant, eux, contrairement à la France, si c'était la France qui avait décidé d'appliquer ce genre de politique, on allait bien voir les contestations partout en Afrique. Mais là, c'est Trump et personne n'en parle plus tant, on l'applaudit. On l'applaudit parce qu'on se dit qu'on est loin et l'Afrique, c'est plus l'immigration vers l'Occident, l'Europe. Mais on oublie qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de leurs compatriotes qui vont vers les États-Unis, qui passent par le Mexique et qui sont entassés, qui meurent sur la route pour aller vers le Mexique, vers cette frontière que Trump veut carrément fermer, donc construire le mur. C'est le programme qu'il avait déjà mis en place lors de son premier mandat entre 2016 et 2020. Voilà, donc il avait déjà mis ce programme et qui a été interrompu justement parce qu'il avait perdu le pouvoir. Bon, ça encore, c'est rien. Alors, mon direct ne sera pas long. Hein. Aujourd'hui, je vais m'arranger à faire court. Alors, ce qui, moi, m'a interpellé, c'est deux situations. L'immigration, à la limite, moi, j'encourage les Africains de rester chez eux, se battre chez eux pour construire leur pays, ceux qui y sont. Parce que les jeunes qui partent, généralement, ceux qui partent, ce sont les plus forts, les plus courageux. Et qui va rester pour construire? Voilà, donc ça, moi, je n'encourage pas, justement, le départ des plus vaillants du continent africain. Donc, c'est surtout ça, on veut bien lutter contre ce départ des hommes forts, des jeunes qui sont forts, qui peuvent construire leur pays en Afrique.
Voilà, moi, ce qui m'a interpellé aujourd'hui par rapport à ce que vient de signer Donald Trump, hein, j'ai lu, je reviens quand même, ce qui m'a motivé pour faire ce direct. Alors, j'ai lu sur, parce que je reçois souvent des publications d'un blog des Congolais, Congo Liberty. J'ai bien vu une publication où c'est dit que Trump va venir, voilà, c'est sûrement la fin de Sassou Nguesso avec Trump, voilà. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que le rédacteur voulait dire, hein, mais en 2016, bah, ils avaient fait la même publication que la fin de Sassou Nguesso avec l'arrivée de Trump. Et Trump est resté 4 ans, il n'y a rien eu. Voilà, donc tant que les Congolais ne vont pas comprendre qu'ils doivent se mouiller le maillot eux-mêmes pour se débarrasser de la dictature, ça va être compliqué. Il faut commencer par se battre soi-même. Et jusque-là, les Congolais, surtout ceux de la diaspora, hein, je parle de la diaspora en général, ils n'ont pas encore compris que c'est le peuple congolais qui doit se battre pour se libérer de la dictature. Donc il faut mettre ce qu'il faut en place pour se débarrasser de la dictature. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Trump qui viendra vous enlever, Sassou Nguesso. Je sais même pas comment il va faire ça. Il viendra, il enlève ou il fait comment. Je n'arrive pas à comprendre ce raisonnement pour des soi-disant grands intellectuels. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on peut publier ce genre de choses. Hein. J'ai même qualifié, j'ai fait un commentaire sur le blog où j'ai dit c'est un chiffon. Donc un chiffon. Ils avaient déjà publié la même chose en 2016. Que Sassou, voilà, on a bloqué Sassou, il est devenu persona non grata, oui, mais eh ben, il est encore là. Donc, tant qu'il est encore là, eh bien, automatiquement, partout, il va toujours y aller. Il va être reçu comme le président du Congo, puisque le peuple congolais n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc, il faut s'en débarrasser. C'est le peuple congolais qui doit se débarrasser de ce système dictatorial au Congo. Voilà. C'est au peuple congolais de travailler. Alors, je reviens quand même sur des points très, très importants qui posent problème, qui va poser problème en Afrique. Le premier point, il parle de l'OMS, il sort de l'OMS. Donc, il menace de sortir de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé. Alors, vous imaginez combien de vaccins qui sont fournis en Afrique par l'Organisation mondiale de la santé. Combien de contributions de vaccins des enfants d'Afrique qui profitent, qui bénéficient de la vaccination, la la poliomyélite, il y a plusieurs vaccins, les mêmes vaccins que les enfants, les bébés français reçoivent ici quand ils naissent. Et en Afrique, comme ce sont des pays qui, le côté sanitaire, rien n'est fait sérieusement, eh bien, les enfants profitent justement, bénéficient de cette aide de l'OMS pour se faire vacciner, soit gratuitement, soit à un coût, à un moindre coût, par rapport au prix de vente des vaccins par les laboratoires. Donc, c'est l'OMS qui organise tout ça. Donc, vous imaginez actuellement, Donald Trump, s'il sort de l'OMS, ce que ça cause comme problème pour ceux qui bénéficient des vaccins, pour des pays où les conditions sanitaires sont dérisoires. Les pays où les enfants voilà, qui naissent comme ça, où il n'y a aucun contrôle, où il n'y a aucun système sanitaire solide pour suivre les enfants. Il n'y a aucune assistance sociale bien mise en place. Alors ça, je le dis. Pour la plupart des pays africains. Il n'y a pas que les pays francophones. Il y a également, même dans les pays anglophones, il y a des systèmes, mais tous ces pays-là, c'est des gouvernants faillis. Il n'y a pas que la zone CFA, y compris que ce soit au Nigeria, que ce soit au Ghana, que ce soit au Soudan, en Éthiopie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous parlons de l'Éthiopie, les guerres, hein, toute cette guerre qu'il y a en Éthiopie. Et c'est grâce à l'OMS et à l'UNICEF que les enfants éthiopiens bénéficient, soudanais également, bénéficient des vaccins. Alors, si Donald Trump sort de l'OMS, vous voyez bien ce que ça cause comme problème pour ces vaccins-là qui profitent aux Africains, aux enfants, aux bébés africains, aux enfants de l'Afrique. Donc déjà, ceux qui produisent ces vaccins, il y aura moins d'entreprises qui vont produire ces vaccins pour l'Afrique. Parce qu'entre-temps, les subventions des États-Unis, il n'y en aura plus.
Donc, il va couper les subventions à l'OMS. Puisque s'il fait sortir les États-Unis de l'OMS, et effectivement, il y a un grand manque à gagner, parce que les États-Unis financent énormément les organisations internationales. Les États-Unis, c'est des grands financiers. Et sans compter qu'il y a beaucoup de mécènes aux États-Unis qui financent l'OMS. Donc, vous voyez bien que ça n'a aucun intérêt. C'est pas en faveur de l'Afrique, la sortie des États-Unis de l'OMS. Mais les Africains, ils applaudissent. Ils applaudissent la politique de Trump. Bravo Trump. Ben alors, finalement, on ne comprend rien. Voilà, ces Africains-là, on ne comprend rien. Tout simplement parce que, entre-temps, Trump, il pensait que Trump, parce qu'ils sont pro-russes, par rapport aux trois États putschistes de l'Afrique de l'Ouest, l'AES, ils sont pro-Trump, non, pro-Poutine, et ils pensaient que Trump allait venir aider Poutine à occuper l'Ukraine. Vous voyez bien quel raisonnement. Quel raisonnement. Quel raisonnement. Quel raisonnement. Donc c'est ça, et c'est pourquoi ils étaient en train d'applaudir Trump. Et là, on se rend compte que toutes les mesures, les mesures urgentes qu'il vient de signer sont totalement contre l'Afrique. C'est contre l'Afrique. Donc on sera encore dans des grandes difficultés. Alors, je vais vous dire une chose que j'ai essayé de regarder. Alors, l'OMS, 1 million de doses de vaccins vitaux ont été administrées aux enfants au Soudan, en Éthiopie, en Somalie et au Sud-Soudan. Et actuellement, on parle du virus Mpox. Donc, Mpox, on a entendu parler en RDC, c'est un virus qui commence à faire rage. Et là, c'est grâce à l'OMS que ce virus est contenu. Donc, vous imaginez bien le retrait des États-Unis et une bonne partie des subventions des Américains qui va partir. Donc, vous voyez dans quelle difficulté sera l'OMS. Alors, vous voyez bien comment on peut aider encore l'Afrique. Comment on peut aider les enfants. Comment on peut mettre en place des vaccins plus ou moins gratuits ou à moindre coût pour l'Afrique. Mais il y a des Africains qui viennent applaudir. Bravo Trump. Donc, vous voyez bien le paradoxe de ces mouvements des panafricains aujourd'hui. On ne comprend pas quel type de panafricains ils sont. Voilà. Donc, ils applaudissent Trump. Voilà. Donc, la sortie de l'OMS des États-Unis, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Afrique. Mais les panafricains, certains panafricains applaudissent. Alors, ce qui m'a encore interpellé, deuxième point qui m'a interpellé, c'est Trump relance le forage et la fracturation hydraulique. Donc, il relance en fait le pétrole et le gaz de schiste. C'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'il décide d'accorder des allègements fiscaux aux producteurs de pétrole et de gaz et de charbon. Alors, quelles sont les conséquences pour l'Afrique? Quand je vois les Congolais venir applaudir, je ne comprends rien, d'autant plus que le Congo, c'est un pays qui vit de la rente pétrolière. Quel est l'intérêt? On va applaudir Trump pour ça, pourquoi? Tout en sachant que le principe, justement, c'est pour avoir une position dominante sur le pétrole, le gaz et tout le reste dans le monde. C'est-à-dire détenir le marché, dominer le marché. C'est de ça qu'il s'agit. Plus il en aura, plus les États-Unis vont vendre leur pétrole, leur gaz. Mais je vois bien ces Africains qui viennent parler de matières premières, notre matière première enfin. Trump va nous aider à récupérer notre matière première. Mais non, chers compatriotes. Si Trump favorise la fracturation hydraulique, Trump casse votre marché africain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on parle de position dominante. Quand on parle de position dominante en économie, c'est pour contrôler le marché. C'est pour anéantir la concurrence. La concurrence pure et simple.
Donc, les États-Unis, s'ils favorisent le forage et la fracturation hydraulique, c'est-à-dire le pétrole de schiste et le gaz de schiste, eh ben, c'est pour noyer l'Afrique. Quand je pense au Congo-Brazzaville, qui ne vit que du pétrole, vous imaginez bien que les États-Unis vont mettre sur le marché beaucoup plus de pétrole. Et le vôtre au Congo, vous allez vendre ça à combien? Vous voyez bien ce que ça va poser comme conséquence. Bon, peut-être que ça arrange aussi, hein. Peut-être que ça va nous arranger pour faire tomber rapidement la dictature. C'est aussi possible. C'est peut-être dans cet aspect-là. Mais pour les populations, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est la misère. Pour le cas du Congo, bon, on dira sûrement la dictature aura moins de ressources, moins de revenus pour acheter les armes, pour tuer les Congolais de Brazzaville. Mais pour les autres pays où c'est calme, ou qui veulent exploiter leur pétrole, ça va être compliqué en Afrique. Parce que Trump va inonder le marché avec son pétrole de schiste. Et là, les Africains viennent applaudir. Je me pose la question, pourquoi ils applaudissent Trump sur ce point-là? Et pourtant, toutes ces mesures vont à l'encontre justement des économies africaines. Voilà, je voulais dire également ça. Alors, le troisième point, c'est l'imposition des tarifs douaniers. Donc, Trump a signé pour l'augmentation à 60% de tarifs. Enfin, il a dit qu'il va taxer à 60% les produits chinois. Mais là, les Africains, beaucoup d'Africains ne savent pas ou ne comprennent pas le fonctionnement de l'économie mondiale. Si Trump taxe 60% les produits chinois, qu'est-ce qui va arriver en Afrique? Aujourd'hui, on a bien constaté que beaucoup d'exploitations minières en Afrique sont tombées aux mains des Chinois. Et quand les Chinois exploitent des matières premières en Afrique, alors qui est le dernier consommateur? Ce sont les industries occidentales. Donc la Chine est devenue depuis quelques années comme une entreprise, comme un État sous-traitant. En fait, ils sous-traitent les matières premières africaines pour revendre aux Occidentaux. C'est ce que fait la Chine. Mais ça, il faut comprendre, il faut aller écouter, lire l'actualité économique internationale et la géopolitique internationale pour comprendre les choses. Donc aujourd'hui, tout ce que la Chine pompe ou exploite en Afrique, se retrouve sur le marché occidental. Parce que les entreprises, ce sont les entreprises occidentales qui consomment. Donc la Chine est pourvoyeuse de ces matières premières aux Occidentaux, aux entreprises occidentales. Et qu'est-ce qui va se passer si là, Trump augmente à 60% les impôts, les taxes pour les matières, pour les produits chinois? Automatiquement, ça va nous coûter cher en Afrique. Ils vont exploiter, les Chinois vont exploiter à moindre coût encore les matières premières en Afrique pour revendre, pour compenser le fisc, pour compenser la taxation fiscale des États-Unis. Donc vous voyez bien lesquels qui perdent. C'est nous qui allons perdre, c'est en Afrique on va perdre. Hein, tous ceux qui ont installé ou aidé à l'installation, excusez-moi, il faut bien que je mette la lumière. Ah, j'ai pas assez de lumière, c'est plus lourd. Désolé, j'arrive. Ah, c'est pas terrible, mais c'est direct. Donc, les Chinois qui exploitent aujourd'hui les matières premières en Afrique pour revendre aux entreprises occidentales, parce qu'une bonne partie de la production se retrouve dans les entreprises occidentales pour produire tous les produits finis, fabriquer les téléphones, fabriquer les appareils électroniques, fabriquer les ordinateurs, fabriquer les voitures, fabriquer l'électroménager, tout ce qui est vendu en Afrique.
vous imaginez 60% de taxes pour les produits chinois. Donc, y compris les produits que les Chinois exploitent en Afrique. Alors, combien ça quel sera l'état de l'économie africaine avec cette décision de Trump? Mais on voit bien les Africains applaudir. Et pourtant, c'est une politique néfaste pour l'Afrique. Taxer 60% les Chinois, c'est nous taxer combien de fois nous? Vous voyez bien que les Chinois, ils vont répercuter justement ce qui sera taxé par les États-Unis chez nous en Afrique. Parce qu'on a aidé à l'installation des Chinois qui exploitent aujourd'hui certaines matières premières. On a bien vu dans certains pays de l'AES, il y a des Chinois qui s'installent. On a vu l'uranium au Niger, on a vu la facilité avec laquelle les Chinois sont allés s'installer pour exploiter l'uranium. Alors, si les États-Unis taxent à 60% tout ce qui vient de ces pays d'Afrique, exploités par les Chinois, justement, parce que je vous ai dit que la Chine est devenue depuis quelques années un pays de sous-traitants. Donc, la Chine sous-traite en fait toutes ces matières premières et revend aux entreprises occidentales. Et ça, il faut y aller, il faut aller écouter les conférences, les échanges, les grands débats des grands stratèges, des économistes du monde. Et ça, si vous n'y êtes pas allé, vous ne pouvez pas savoir comment fonctionne finalement le marché mondial aujourd'hui et le marché des échanges des biens et des services. Donc il faut aller écouter ceux qui sont sur le terrain, comment ça se passe. Et ça, nous le faisons, nous, tout le temps. Donc on va écouter, on se rend compte que tout ce que les Chinois vont exploiter en Afrique se retrouve sur le marché occidental. Et les taxer à 60%, c'est catastrophique pour l'Afrique. Mais alors, dites-moi pourquoi les Africains sont contents? Pourquoi ils applaudissent Trump? Ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, on aura... voilà, on aura beaucoup plus de pétrole sur le marché, beaucoup plus de gaz américain sur le marché. Et j'ai quand même lu, comme d'habitude, nos intellectuels africains, les panafricains. Alors, je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'on parle, qu'on pose des questions, des vraies questions, ils ramènent tout à la France. Surtout les questions d'énergie aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les Africains limitent leur débat qu'à la France. Je ne comprends pas. Pourquoi, quand il y a des débats sur les matières premières, on limite ce débat qu'à la France. C'est comme si la France est partout en Afrique. Mais la France n'est pas partout en Afrique. Et puis aujourd'hui, que ce soit l'énergie, tout ce qui concerne l'énergie, c'est géré au niveau de l'Union européenne. Ce n'est plus la France toute seule. Donc quand la France se réapprovisionne en énergie, tout ce qui est énergie, c'est géré au niveau de l'Union européenne. Dans tous ces pays, il y a des systèmes de compensation. Quand l'un des pays manque de gaz, eh bien l'autre lui fournit son excédent. L'excédent qu'il a. Donc vous voyez bien qu'on est encore loin des réalités du monde et du fonctionnement des marchés. On est loin de comprendre justement ces mécanismes-là. Voilà, donc c'était juste ça. Alors, s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui veulent bien échanger sur ça, pourquoi pas, je vous invite à prendre la parole. Hein. Alors, j'ai parlé de l'OMS, la sortie des États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les conséquences pour l'Afrique. Bon, la France, à la limite, voilà... Ici, les conditions de vie sont meilleures, il y a des hôpitaux. Alors, il a parlé également Trump a parlé d'un point qui m'a également... qui m'a dérangé. C'était sur quoi? J'ai noté... C'était sur quoi? Ah, c'était sur les vaccins. Voilà, exactement. Donc, il a parlé des vaccins et il est contre les vaccins.
Oui, mais aux États-Unis, il y a des hôpitaux, il y a tout ce qu'il faut. En Occident, il y a des hôpitaux. Donc, quand vous tombez malade, ah ben, tant pis, hein, on n'a pas les mêmes microbes, forcément, on n'a pas les mêmes maladies. Donc, se faire vacciner, à la limite, on peut s'en passer. Les conditions d'hygiène sont meilleures. Or, quand vous regardez en Afrique, où il n'y a déjà pas de système de santé fiable, les conditions d'hygiène sont catastrophiques. On voit bien les poubelles partout. Je parle du Congo-Brazzaville, je parle de la RDC, je parle du Cameroun, je parle de ces pays francophones où vous voyez les conditions d'hygiène sont catastrophiques. Donc, quand les conditions d'hygiène dans un pays sont catastrophiques, ben, automatiquement, la santé est catastrophique. C'est important de se faire vacciner. Alors, Trump finalement fait remonter son lobby anti-vaccin. Et je l'ai dit, anti-vaccin. C'est bien en Occident, en France, on peut tomber malade, on va voir le médecin. Les conditions d'hygiène et de santé sont telles qu'il n'y a pas beaucoup d'épidémies. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui se transmettent comme ça, à part la grippe que nous avons actuellement qui fait rage. Mais c'est contrôlé. Et on a mis en place la grippe. Mais imaginez en Afrique, toutes ces mesures qu'il est en train de prendre. Imaginez en Afrique, plus de soutien pour les entreprises qui fabriquent les vaccins. C'est ce que ça signifie. Donc, si c'est la politique anti-vaccin qu'il met en place, eh bien, automatiquement, ces entreprises vont subir justement des restrictions et des financements pour produire des vaccins, puisqu'il devient anti-vaccin. Et nous, en Afrique, les conditions d'hygiène, les vaccins sauvent les enfants. Les vaccins sauvent des vies. Parce que les conditions d'hygiène ne sont pas optimum et on n'a pas d'hôpitaux fiables. Et un enfant vacciné, c'est un enfant qui est sauvé. Donc vous voyez bien que c'est un président qui est là, mais toutes les mesures qu'il vient de signer, c'est anti-africain. C'est complètement anti-africain. Mais il y a des Africains qui applaudissent Trump, qui soutiennent Trump, qui ont applaudi Trump. Voilà. Finalement, on ne comprend rien. On ne comprend toujours rien. On ne comprend rien. Voilà, on est toujours là à parler. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a également, j'ai parlé également, j'ai peut-être pas parlé de ça, du drill, baby, drill. Roulez avec vos véhicules, peu importe que ce soit des véhicules qui polluent. Voilà. Donc, la sortie de l'accord de Paris. Quelles conséquences pour l'Afrique? Quelles conséquences pour l'Afrique? La sortie de l'accord de Paris pour la préservation de l'environnement. Donc là, il encourage les entreprises qui produisent des véhicules de carrément ne plus penser aux véhicules électriques. Alors, donc en Afrique, on aura... or, cette politique permettait quand même de réduire le nombre de véhicules qui polluent. Donc, cela signifie que tout le monde peut produire maintenant des véhicules où, en fait, les véhicules qui polluent vont se retrouver complètement en Afrique. Beaucoup seront en Afrique qui polluent. Mais parce que Trump, il a autorisé produire des véhicules, peu importe. Produisez des véhicules, même si ça pollue la nature, ça pollue l'air, ça pollue l'environnement. Peu importe, c'est l'économie qui compte. Et d'ailleurs, il a nommé un baron qui soutient l'industrie fossile. Le Doug Durbergen, monsieur Doug Burgen, c'est l'un des soutiens justement de l'industrie fossile. Donc fossile, vous savez bien, puisqu'on voulait, avec l'accord de Paris, réduire justement les énergies fossiles. Donc les énergies fossiles, c'est le pétrole, le gaz, le charbon. Et lui, il vient dire non, plus question de ça. Et les États-Unis sortent de cet accord de Paris.
Donc, ces industriels qui fabriquent des véhicules qui roulent avec l'essence, le gasoil, ou les entreprises qui tournent avec le charbon, ben, ils leur donnent le feu vert. Allez-y, faites donc. Bon, vous voyez bien, si la première grande puissance du monde se met à piétiner les accords, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour le monde. Mais bon, je me dis, ce mandat dure 4 ans, donc on ne sait pas les 4 ans, quels dégâts ça va causer en 4 ans. Surtout pour l'Afrique. Moi, c'est surtout ce qui m'inquiète, c'est les vaccins. Pour les enfants d'Afrique avec le MES. C'est surtout ça qui m'inquiète. Alors, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, je ne vais pas rester très longtemps. Je vais bientôt couper, m'arrêter. Voilà, je voulais quand même partager ça. Et puis, il y a d'autres points qu'il a soulevés. Purger l'administration américaine. Voilà, la politique de purge. Et il oublie quand même qu'un État, il y a la continuité. Donc les fonctionnaires de l'État, normalement, doivent rester stables, peu importe qui devient président. Alors si on va toucher l'administration, ça signifie qu'il met en péril la continuité des États-Unis, la continuité administrative des États-Unis. Peu importe la continuité de ceux qui travaillent dans la haute fonction publique. Oui, la haute fonction publique américaine. Donc ça, c'est quand même un souci, hein. Bon, bah, c'était déjà pratiqué à l'époque où ils avaient le président Andrew Jackson, hein, il y a longtemps, 1829, donc c'est vieux. Voilà, c'est vieux. Donc si vous venez pour 4 ans, vous changez toute l'administration américaine, je parle de l'administration fédérale. Donc vous voyez bien ce que ça... Pour 4 ans, c'est-à-dire quand il va repartir, il faut tout revoir. Et tous ces fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous voyez bien le chamboulement qu'il veut mettre en place. Moi, ça m'inquiète. Voilà, ça m'inquiète pour la suite. Voilà. Alors, il y a également cette question de DEI. Donc, diversité, équité, inclusion par les entreprises. Cette question de guerre culturelle chère aux conservateurs. Donc là, diversité, équité, inclusion ne concernait pas que les LGBT et plus, LGBTQ et plus. Ça concernait également les blacks aux États-Unis. Donc, diversité, équité, inclusion permettait aux entreprises d'embaucher les Américains, peu importe leur culture, peu importe leur déviation sexuelle, peu importe, voilà, c'était ça. Alors, Amazon, les grands groupes américains, justement, avaient mis en place cette politique d'embaucher selon, peu importe, le respect de la diversité, de l'équité, de l'inclusion. Donc aujourd'hui, Donald Trump remet en cause ce principe de diversité, équité et inclusion. Donc ceux qui vont subir, ce n'est pas seulement les LGBTQ, les transsexuels, les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres. Il n'y a pas que eux qui vont subir. Il y a aussi ce côté de diversité culturelle, diversité de couleur de peau. Donc ça permettait également de favoriser l'embauche des blacks, des beurs, des Chinois, voilà, des Indiens, ainsi de suite. Mais lui, il vient tout enlever. Et actuellement, on a constaté justement ces grands groupes reviennent sur leur politique d'utiliser le DI, donc diversité, équité, inclusion. Donc ça, c'est quand même sérieux. C'est un problème. Et je ne comprends pas pourquoi les Africains vont être contents, vont applaudir Trump. Alors que tout ce qu'il met en place, c'est contre nous. Les conséquences en Afrique seront catastrophiques. Hein. Surtout
pour la taxation à 60% des produits chinois. Je vous assure qu'on va sentir les conséquences en Afrique. Hein. Ça sera catastrophique. Ça sera catastrophique. Parce que tous ces produits que la Chine revend aux États-Unis viennent de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui est en pole position pour l'exploitation de plusieurs matières premières en Afrique. Mais ça, une bonne partie des panafricains n'ont rien compris sur ça. Ils n'ont rien compris. Ils se disent, ouais, ben, on va taxer la Chine à 60%. Ben oui, mais c'est nous qui sommes taxés à 60% et plus. Parce que la Chine vient puiser en Afrique aujourd'hui. Et les répercussions, c'est sur nous. Que ce soit la sortie de l'OMS, les répercussions néfastes, c'est sur nous, c'est pas pour la France. La France, il y a des hôpitaux. La France a tout ce qu'il faut. La France a ses laboratoires pour produire les vaccins, supporter ses enfants. La France a les moyens pour vacciner les bébés qui font des vaccins tétra, anti-polio, BCG et consorts. La France a les moyens de vacciner ses enfants. Mais nous, en Afrique, il y a des pays qui ne savent même pas qu'il faut financer la vaccination des enfants. Donc les grands perdants de la sortie des États-Unis de l'OMS, c'est nous. C'est là, nous les Africains. Quand je parle de nous, c'est par rapport au continent africain. Ce sont les Africains qui vont subir toutes ces mesures que vient de prendre, que Trump vient de prendre. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Il y en a qui publient, qui applaudissent Trump. Ce n'est pas possible. Voilà, ceux qui veulent prendre la parole, voilà, j'ouvre 5 minutes, après je vais arrêter. Voilà, je voulais quand même partager ça. Et puis, bon, qui veut prendre la parole pour discuter, je ne sais pas. Donc là, la position dominante, je l'ai déjà dit. Hein. Donc si Trump produit beaucoup plus de pétrole, beaucoup plus de gaz, il inonde le marché. Ah, je vous informe quand même que en Europe, le pays qui importe, le premier importateur du gaz de schiste des États-Unis vers l'Europe, c'est la France. Donc la France achète déjà le gaz de schiste et le pétrole qui vient des États-Unis. Et pour alimenter, pour se partager dans l'Union européenne, puisque dans l'Union européenne, il y a la gestion commune de l'énergie. Donc pendant que vous, les Africains francophones, vous vous acharnez sur la France, mais la France n'est plus seule. La France n'agit plus seule depuis bien longtemps. La France agit dans l'Union européenne. Donc tout ce que Eni peut pomper au Congo, Brazzaville, ben, ça se partage entre les pays de l'Union. Donc tout ce que Total peut prendre, ça se partage entre les pays de l'Union. Et ça, on oublie ça, les Congolais ne savent pas. Ça, ils sont toujours là, oui, on nous pompe les matières premières, oui, notre pétrole, mais votre pétrole, mais pour que ça devienne pétrole, il y a quelqu'un qui a investi. Bah, du coup, la part qu'on nous laisse, qui était vendue par la Société pétrolière nationale pétrolière du Congo, l'argent passe où? On devait avoir suffisamment de moyens. Aujourd'hui, le Congo, Brazzaville est en crise. Alors là, avec les mesures de Trump, si Trump inonde le marché avec son pétrole de schiste, son gaz de schiste, je ne vois pas combien va coûter le baril de pétrole. Ça va chuter. Puisque là, Trump annonce carrément une position dominante pour ce marché de matières premières pétrolières, énergétiques. Il annonce là une position dominante. Donc il n'y aura pas de concurrence. Donc le Congo-Brazzaville avec votre pétrole, là, vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids. Peut-être que ça va aider à la chute de Sassou Nguesso. C'est peut-être ce bon côté. Mais n'empêche que ceux qui applaudissent n'ont pas pensé à ça, forcément. Voilà. Bon, ben, je vais peut-être vous laisser parce que là, je suis au bout. Et voilà, je pense que
Mon téléphone se décharge. Je reviens. Ouais. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Voilà. C'est compliqué. Il faut qu'on ait des... Il faut qu'on ait des grands analystes pour l'Afrique, pour avancer, hein, parce qu'on n'a pas vraiment des analystes. On n'a pas des analystes. Est-ce que ça marche? On n'a vraiment pas des analystes sérieuses en Afrique. Hein. Ouais. Bon, ben je vais m'arrêter là. Parce que voilà. Ça commence à se décharger mon téléphone. C'est ce que je voulais dire. Donc, attendons-nous à subir en Afrique la politique de Trump. Donc, tous les décrets qu'il vient de signer là, les conséquences, c'est nous qui allons les payer. Parce qu'on voit bien, bon, la Chine aujourd'hui, c'est elle qui a le vent en poupe en Afrique, hein, pour les matières premières. Et ces matières premières-là, elles revendent aux Américains, aux Européens. Alors, si les Américains taxent à 60%, eh bien, attendons-nous à subir également ces taxations en Afrique. Je voulais le dire quand même. Et les vaccins, si les États-Unis se retirent, il y a une bonne partie de financement qui part. Et j'attends toujours, je n'ai pas entendu qu'il a signé pour son retrait de l'OTAN, parce qu'il avait parlé aussi du retrait de l'OTAN. Quand on a parlé de cette histoire de Trump qui soutenait Poutine et qu'on n'allait plus aider l'Ukraine à se battre, moi je l'avais dit que Trump c'est un pro-army. C'est un pro-army. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui soutient les industries d'armement des États-Unis. Il soutient ceux qui fabriquent les armes aux États-Unis. Or, ces industries veulent bien vendre leurs armes. Donc, eux aussi, je pense qu'ils ne vont pas se passer de ce marché ukrainien aujourd'hui où il y a la guerre. Donc, les pro-armes, si les pro-armes, il faut bien vendre les armes. Et ça, je l'avais dit. Mais il y en a qui applaudissaient. Oui, Trump va mettre la fin à la guerre. Mais aujourd'hui, on l'a entendu. On a entendu sa prestation de serment. Ouais, je l'avais dit, je l'avais publié. Trump est pro-army. C'est pas possible qu'il empêche les industries américaines de vendre leurs armes. Parce que généralement en Afrique, dès qu'on parle de l'aide en aide de l'Ukraine, ils pensent que c'est gratuit. Donc l'aide n'est pas gratuite. Les industries, il faut bien que les industries fonctionnent. Parce que les industries de fabrication d'armes, ils ont des salariés. Il faut bien qu'ils payent les salaires. Donc ça n'a jamais été gratuit. On vous donne des armes, mais c'est des crédits à long terme avec des taux, sûrement des taux très faibles. Et les accords, c'est plus le côté, voilà, votre État accepte que ces entreprises d'armement fournissent des armes à tel pays, selon tel taux. Et généralement, quand il y a des taux, c'est l'État qui va peut-être supporter 1%, 2%. Mais ceux qui fabriquent, les entreprises d'armement qui fabriquent les armes, ils doivent fonctionner. Sinon, ils vont mettre la clé sous la porte si c'est des dons gratuits que vous pensez qu'ils donnent à l'Ukraine. Je l'avais déjà dit ici. L'Ukraine, aujourd'hui, c'est un grand marché d'armement. Des armes, de vente d'armes. C'est pourquoi il faut toujours éviter qu'il y ait une guerre chez vous. Parce que quand il y a une guerre chez vous, eh bien, tous ces vendeurs d'armes vont profiter de vendre les armes. C'est pourquoi j'ai même dit, pour le Congo, on ne veut plus de guerre. Il y a d'autres façons de se débarrasser de la dictature. Et on voit bien dans l'AES comment les choses se passent. Tout le monde veut vendre
des armes au Mali, tout le monde veut vendre des armes au Niger, tout le monde... Et là, le Mali, le Burkina Faso, on les inonde des armes russes. C'est pas du tout bon. Quand un pays se met à acheter des armes, ça signifie qu'une bonne partie de l'argent part pour les armes et on ne peut plus rien faire d'autre. C'est-à-dire l'économie est à plat, le social est à plat, l'école est abandonnée, c'est-à-dire tous des investissements qui profitent directement au peuple, à l'amélioration de la vie des populations n'existent plus, ou ça sont réduits à peau du chagrin. Voilà. Voilà ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Donc, on est, pour les Africains qui applaudissent, c'est une grave erreur. On est très mal barré. Alors, oui, je voulais dire la sortie de l'OTAN. Alors, j'allais quand même dire une chose. Hein, ça, c'est ma petite analyse. Que Trump sort de l'OTAN. Ah, il n'a pas signé. Hein, là, je n'ai pas entendu. Hein, ou peut-être que je n'ai pas suivi. S'il y a quelqu'un qui a suivi, dites-moi. Si quelqu'un a suivi que Trump a signé là, la sortie de l'OTAN. C'est compliqué, Trump peut sortir de l'OTAN, mais alors ça sera rendre les États-Unis plus grands. Et il va rendre comment les États-Unis plus grands s'il sort de l'OTAN. Parce que l'OTAN, quand on regarde bien l'OTAN, c'est les États-Unis qui contrôlent en fait tout le commandement supérieur de l'OTAN. Ce sont les Américains. Donc si Trump sort de l'OTAN, ben, alors quelle est sa grandeur? Quelle serait sa grandeur? Donc je pense que ben, on va suivre, on verra bien s'il va sortir de l'OTAN. Et moi ça m'étonnerait. Il peut sortir de l'OMS, je comprends bien, parce que l'OMS, finalement, les Américains payent, cotisent à l'OMS, mais bon, c'est plus les Africains qui en profitent. Parce que c'est là où il y a plus de misère, là où il y a plus de maladies, là où il y a plus d'épidémies. Aujourd'hui, c'est le Mpox. Entre-temps, c'est Ebola. Entre-temps, voilà, poliomyélite, où les enfants perdent leurs jambes. C'est en Afrique. C'est en Afrique qu'on a plus besoin des vaccins. C'est en Afrique. Surtout pour les enfants. Mais même les adultes, quand on voit bien l'espérance de vie en Afrique, c'est pas fameux. C'est pas fameux, parce que les conditions d'hygiène, les conditions de santé, les structures sanitaires sont vraiment spartiates, dérisoires. Donc c'est en Afrique qu'on va subir le contre-coup de tout ce que M. Trump est en train de prendre comme décision, voilà. Mais ceux de l'AES applaudissent. Les mesures contre l'immigration, contre les réfugiés, l'AES applaudit. Ceux de l'AES applaudissent. Alors que ils sont visés puisque Trump a dit tous ces pays musulmans où il y a des terroristes, on ne va plus accepter les réfugiés de ces pays-là aux États-Unis. Maintenant, curieusement, ceux de l'AES applaudissent ça. C'est compliqué. Mais bon, quand j'avais dit on va mettre une plateforme de formation, d'information, là, ça ne va pas tarder. Il y aura une radio où on peut parler, échanger, prendre la parole. C'est en cours. Ça, on va faire les choses bien, comme il se doit, cette fois-ci. Voilà, et puis bon, ben, je vais vous laisser aujourd'hui. Hein, je pense que j'ai fait le tour. Ben, suivant Trump et suivant les conséquences en Afrique. Parce que moi, je ne vois pas ce qui est positif dans tout ce qu'il a signé hier. Il n'y a rien de positif pour l'Afrique. Il n'y a rien. Je parle de l'Afrique en général. Il n'y a rien de positif pour l'Afrique. Je ne sais même pas si c'est l'accord, si les accords parce qu'on avait des accords, nous, au Congo, avec les États-Unis, ces accords, pas que avec le Congo, avec certains pays d'Afrique, où les États-Unis nous permettaient d'aller vendre des produits aux États-Unis sans taxation, sans que ces produits-là ne soient taxés.
Donc, je ne sais pas si ces accords-là ont été annulés ou si ces accords-là sont maintenus. Mais si Trump impose des taxes aux Chinois, je pense qu'eux, ils savent bien qu'il y a certains produits que les Chinois vendent chez eux viennent de l'Afrique. Du moins, la transformation en Chine d'une bonne partie des matières premières qui viennent d'Afrique. Donc, les Américains, ils savent. Donc, il y a des produits, je pense, il était question des produits agricoles, les productions agricoles africaines qui pouvaient être exportées vers les États-Unis sans taxation. Donc, je ne sais pas que devient cet accord. On ira regarder, vérifier si l'accord est maintenu ou pas. Mais avec toutes les mesures que Trump vient de prendre, ça m'étonnerait que cet accord subsiste encore. Cette possibilité pour les pays, certains pays. Voilà, merci. Je pense que j'ai fait 1 heure. Je m'arrête là. Impossible de vérifier. Ouais, compliqué. Voilà. Alors, je vais m'arrêter vu que je dois déjà avoir fait 1 heure, je pense. Bon, mais je m'arrête là et puis, bon, à bientôt. On reviendra sur... Il n'y a pas eu beaucoup de cœurs, hein. Alors, quand il n'y a pas beaucoup de cœurs, c'est compliqué. Merci, Annie Kelge. Merci, Outtake. Bon, je ne sais pas c'est qui. Non. Il y a des petits noms compliqués. Ah, 2008, merci. 2008, merci pour... merci. Merci 2008, merci. Ah, vous êtes prof de quoi? Alors, je suis prof d'économie et gestion. Alors, j'enseigne plusieurs matières quand même. Hein. L'économie-gestion, dans l'économie-gestion, il y a la gestion administrative, la gestion comptable, la gestion financière, il y a le droit, l'économie en tant que telle, hein, donc l'économie. J'enseigne également les sciences économiques et sociales, donc les sciences économiques et sociales, hein, pour les classes, bon, seconde, première, terminale. J'enseigne le management, l'économie et le droit pour les classes de BTS. Voilà, donc la gestion comptable également, financière, pour les BTS. J'enseigne la logistique et transport également. Pour de bac jusqu'aux classes de BTS. Qu'est-ce que j'enseigne encore? J'enseigne quand même des choses. Le management, j'ai déjà dit. Voilà, les sciences économiques et sociales. L'économie-gestion, ce qu'on appelle l'économie-gestion, c'est tout ce qui est gestion comptable, financière, gestion administrative, voilà. Qu'est-ce que j'enseigne encore? Ouais, et tout ça. Et puis, ce qu'on appelle aujourd'hui le MC. Voilà. Donc, l'enseignement de tout ce qui est les libertés, les droits pour les classes de lycée. Voilà, puis d'autres, la gestion des projets pour les BTS, la gestion des projets pour les entreprises, la création d'entreprises. J'enseigne tout ça. J'enseigne l'informatique, la maîtrise des logiciels de gestion. Voilà. Des logiciels de gestion. Voilà. Donc, les cours d'informatique basiques. Voilà. Puis tout ce qui est logiciel de gestion aujourd'hui qu'on utilise pour la comptabilité, gestion. Et un peu de sciences politiques. Parce que quand on fait les sciences économiques et sociales, il y a une bonne partie de sciences politiques hein, dans les sciences économiques et sociales. Il y a une bonne partie de sciences politiques. Donc j'enseigne également une bonne partie la science politique. Aujourd'hui, c'est une option pour le bac. On fait les sciences, la science économique, la science politique. Voilà, pour s'orienter dans les grandes écoles
de sciences politiques. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et puis, il y a une autre matière que j'ai enseignée pendant plusieurs années sur le GED, prévention, santé, sécurité. Prévention, santé, sécurité. Donc, tout ce qui concerne la santé au travail, la santé dans l'entreprise, la santé partout, l'ergonomie, comment se comporter, comment s'asseoir devant un ordinateur, comment prendre soin de son corps, comment se soigner, les maladies, les MTS, voilà, on apprend tout ça, la drogue, comment se prémunir de la drogue, c'est justement la prévention, santé et sécurité. Prévention, santé et sécurité. À l'époque, on disait PSE, prévention, santé et environnement. Voilà. Donc, les questions d'environnement également sont abordées, mais ça, c'est dans les cours d'économie. Les cours d'économie, aujourd'hui, on aborde le développement durable, comment faire. On a regardé également le Covid aujourd'hui. Quel est l'impact du Covid sur l'économie? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Donc on regarde, on étudie tout ça. Ce sont des questions d'actualité. Alors il y a un point que j'ai abordé cette année, enfin c'était le début pour l'apprentissage des sciences économiques et sociales en seconde. Alors on a étudié les Jeux Olympiques de Paris. Il fallait bien démontrer que les Jeux Olympiques de Paris portaient sur une bonne partie l'économie, les sciences économiques, et une bonne partie les sciences sociales, et une bonne partie la science politique. Donc on a abordé justement on a fait l'étude de cas de situation des JO, les Jeux Olympiques de Paris, quel impact, quelle implication en sciences économiques et sociales. Comment dire que les Jeux Olympiques, c'est des sciences économiques et sociales? Qu'il y a eu toutes les questions des sciences économiques et sociales qui ont été abordées en fait pendant les Jeux Olympiques. On a parlé de la partie économie, il y a eu une augmentation des touristes qui sont arrivés, qui ont consommé. Et ça a boosté l'économie, le chiffre d'affaires dans la restauration, dans l'hôtellerie, ainsi de suite. Ouais, la partie économie. Après, on regarde la partie sciences sociales. Qu'est-ce que ça a apporté à la société? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que ça a apporté la partie sociale, les Jeux Olympiques? Et la partie sciences politiques avec tout ce qu'il y a eu, la partie politique quand même, ce qui est impliqué pour les JO en matière politique, comment ça a été géré, lesquels qui étaient concernés sur le plan régional, la région Île-de-France, comment les gens ont travaillé, quelle implication ça a eu entre les élus qui n'étaient pas du même bord, qui ont travaillé ensemble. Par exemple, Madame Kosciusko-Morizet et Madame Anne Hidalgo, qui étaient obligées de travailler ensemble et pourtant ne sont pas de la même obédience politique. Donc, toutes ces questions-là, on a bien vu que c'est la partie sciences politiques. Voilà. Eh bien, merci pour tout et à bientôt. Mais bon, je viens de parler beaucoup plus du Congo-Brazzaville parce que je suis très engagée et je m'engage complètement, totalement pour ce petit pays d'Afrique centrale, 342 000 km², qui a une population peut-être 2 fois et demi celle de la population de Paris. Quand je parle de Paris, c'est 20 arrondissements. Voilà. Donc si Paris a, voilà, à peu près, ouais, parce que ce pays-là a 6 millions d'habitants environ. 6 millions d'habitants, donc peut-être 2 fois et demi Paris, par rapport à la population. Voilà. Mais bon, je m'engage pour ce pays-là, pour
je ne sais pas comment les choses vont progresser, tout en sachant que dans ce pays, quand on s'engage, on s'expose à tout. On s'expose à perdre sa vie parce qu'on se mêle de politique là-bas. Et il n'y a pas que même, parfois, on ne se mêle pas de politique. Même juste pour aller créer une entreprise, c'est toute une histoire. Une petite entreprise, c'est toute une histoire là-bas. Mais bon, on est obligé de s'engager. Hein. Qui ne risque rien à rien, il faut bien aider ceux qui sont opprimés. Et on ne peut pas croiser les bras quand on regarde la misère dans ce pays, la République du Congo. Je parle de la République du Congo. Bon, il y a la misère un peu partout en Afrique, mais la République du Congo, c'est spécial. C'est plus de 40 ans qu'on a un monsieur qui est au pouvoir et que personne ne doit parler sauf lui. Vous parlez, on vous arrête. Donc moi qui parle, je ne sais pas demain, j'irai, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est un peu ça. Mais merci pour vos j'aime, merci pour votre soutien, merci pour les étoiles, merci pour les cadeaux, merci bien. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser et puis au plaisir de débattre d'autres choses. Hein. Donc vous voyez bien, je fais toujours le lien avec ce que je fais et la réalité aujourd'hui. Vous voyez, donc ce que vous apprenez, ce que j'apprends à mes élèves et étudiants, là, c'est des applications. La position dominante qui fausse la concurrence pure et parfaite, le retrait de l'OMS qui pose problème pour les dons de vaccins en Afrique pour les enfants, pour les vaccins comme le BCG, anti-polio, poliomyélite. Hein. Il y a plusieurs vaccins qui sont offerts ou vendus à moindre coût en Afrique grâce à l'OMS. On voit bien la production de gaz, de pétrole, de schiste, l'augmentation, en fait, Trump va booster cette production pour contrôler le marché. Et bien, du coup, l'Afrique, les pays d'Afrique qui produisent les mêmes matières premières auront des problèmes. Auront des problèmes pour vendre leur part de produits. Parce qu'il y a un principe de partage, de production qui existe par exemple au Congo entre Total, Eni et le Congo-Brazzaville. C'est un exemple, ces entreprises multinationales laissent au Congo sa part et c'est au Congo de vendre sa part. Voilà, de vendre sa part sur le marché mondial. Et alors vous imaginez si Trump inonde le marché avec du pétrole de schiste, du gaz de schiste, que deviendra le Congo qui ne compte que sur la vente de son pétrole. Donc c'est un pays où les ressources de l'État viennent à plus de 80% de la vente de pétrole. Donc celui qui est là depuis 40 ans, il n'a jamais pensé à diversifier l'économie. Diversification de l'économie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne faut plus axer son économie que sur la vente du pétrole. Il faut diversifier, mettre en place d'autres ressources pour le pays. Par exemple, le tourisme. Il y a des pays qui n'ont pas de matières premières, mais qui ne vivent que de tourisme. Et c'est un pays, le Congo-Brazzaville, c'est un pays potentiellement favorable pour le tourisme. Il y a plein de choses à découvrir au Congo-Brazzaville. Mais il faut bien qu'il y ait la sécurité, il faut bien qu'il y ait les infrastructures qu'il faut pour promouvoir le tourisme au Congo-Brazzaville. Il faut bien qu'il y ait des routes, il faut bien qu'il y ait le chemin de fer quand les touristes vont venir. Il faut tout mettre en place des circuits de découverte de ce pays qui est magnifique. Qui est magnifique, ce pays. Magnifique. Qui a beaucoup de potentiel. Mais non, celui qui gouverne ce pays depuis près de 40 ans, il n'a rien fait, il se contente du pétrole. Voilà, c'est l'économie de rente, c'est l'économie des fainéants. Voilà, qui se contente de ces matières premières, on ne transforme rien. Et sachez que parfois il manque le pétrole pour que les gens l'utilisent pour les lampes, pour éclairer chez eux. Parce que l'électricité, c'est encore compliqué dans ce pays. Et l'eau, et pourtant on est dans le bassin du Congo, on a un grand fleuve d'eau douce, le fleuve Congo, on a plusieurs cours d'eau au Congo-Brazzaville, d'eau douce.
Mais le monsieur a été incapable de mettre de l'eau potable au robinet, même dans la grande ville Brazzaville, il n'y a pas de l'eau potable. Les gens vont chercher de l'eau avec des bidons, des récipients. Il faut faire marcher ou aller là où on a creusé des trous pour avoir de l'eau. Donc vous voyez bien, et les enfants, on est dans un pays où il y a du bois, mais les enfants s'assiedent par terre. Et pourtant, le bois est là, on pouvait bien confectionner les tables bons pour les élèves. Il y a des élèves qui s'asseyent par terre au Congo, et qui n'ont même pas de toit d'ailleurs pour apprendre à lire. C'est un tableau, parfois on a mis un tableau, un mur dehors et on met un peu de la douarzine. La douarzine, c'est la peinture noire qu'on met pour un tableau, pour le tableau noir, pour que les élèves, enfin les enfants du village, ou parfois dans des grandes villes aussi, hein, où il n'y a pas de salle de classe, quand il pleut, voilà. En plus, on est sous un climat équatorial, tropical, où ça pleut, il pleut souvent. Des fortes pluies, il y a des inondations. Là, la dernière fois, il y a un enfant qui a été emporté par l'eau. Suite à la pluie, il y a eu tout un quartier a été inondé et la petite de 3 ans a été emportée par l'eau. On l'a retrouvée noyée, perdue plus loin. Et là, quand c'est comme ça, même quand il y a des inondations, des maisons qui tombent et tout, vous n'allez même pas voir un ministre y aller pour voir, hein, pour constater les dégâts et voir comment aider les populations. Il n'y a rien du tout. Rien. Vous vous démerdez. Hein. C'est comme ça, hein, le Congo. Il n'y a pas comme ici, les inondations, on a vu au Mayotte, le président Macron est parti voir ce qui se passe, le Premier ministre Bayrou, le nouveau Premier ministre Bayrou, il y a eu même Marine Le Pen qui est partie voir ce qui se passe à Mayotte. Mais au Congo-Brazzaville, les inondations, les gens meurent, vous n'allez pas voir un ministre y aller. Alors, quant à lui-même, le président en question de la République, n'y comptez même pas. Vous allez le voir aller inaugurer, couper le ruban d'inauguration d'une fontaine d'eau hein, qu'on vient de monter hein, sur un puits d'eau. Donc c'est terrible. C'est terrible. Mais bon, il faut bien qu'il y ait de la bonne volonté, des gens de bonne volonté, de bon cœur pour soutenir ce pays, pour nous soutenir, nous aider à aider ce pays. Voilà. Voilà l'information, mais je donnerai l'information ici. Voilà, quand tout sera mis en place, pour ceux qui veulent aider, ceux qui veulent faire des dons pour ce pays, pour aider les enfants, parce qu'on a besoin de mettre des tableaux noirs dans plusieurs villages, dans un département au Congo-Brazzaville là-bas. Donc on essaye de sortir de notre poche pour aider à mettre de l'ardoisine. Pour que les enfants au moins apprennent à lire et écrire, c'est important. Que de laisser sans instruction, sans savoir lire et écrire, c'est compliqué. Merci beaucoup pour les cœurs, merci. Merci. Alicia, c'est William, je ne sais pas ce que ça signifie. Merci. Alors, il y a plein de monde, Glenn... Glenn, Ricard, Liam, bon je sais pas c'est qui, Nelly Mado 1, merci, Liam encore, merci, qui j'ai pas cité, Tana, merci, Alicia, merci, alors les gros yeux c'est qui, Elio, et Elias, merci, alors tout le monde, Ilyes, oh, des beurres, ça veut dire Ilyes, bonjour. Léonard qui, bonjour. Madame, que pensez-vous de la démission des États-Unis aux accords de Paris? Ah, ben oui, mais je l'ai dit, hein, c'est catastrophique, enfin catastrophique. On verra bien, les Américains eux-mêmes également vont subir cette sortie des accords de Paris. Ben, on verra bien. Le problème, c'est que Trump est là pour 4 ans. Les dégâts, ça va sûrement se voir plus tard. C'est ça le souci. Donc, si on remet
des véhicules qui polluent, voilà, on peut rouler comme on veut, on peut fabriquer des véhicules avec du gasoil, de l'essence, alors qu'on voulait bien réduire les énergies fossiles, ben lui, il vient relancer les énergies fossiles, l'industrie fossile, comme on dit, ça pose problème. Mais parce que l'environnement, ce n'est pas que les États-Unis, hein. Ils ne sont pas à l'abri. Nous sommes tous, nous sommes dans la même planète. C'est ça le problème, c'est que les conséquences, c'est toujours les plus faibles qui vont payer le prix le plus fort. C'est ce que je dis toujours. Le dérèglement climatique, quand on voit le cyclone, quand on voit les dégâts à Mayotte, quand je vois les grandes pluies qu'il y a aujourd'hui au Congo-Brazzaville, parce que nous sommes sous l'équateur, hein, climat tropical humide, on voit bien quel genre de pluie on a là-bas. Et quand c'est comme ça, il y a des inondations partout. Donc les conséquences, même aux États-Unis, on voit bien les cyclones qui deviennent de plus en plus violents aux États-Unis. La Floride, tous ces États qui sont vers les côtes, c'est pas fameux non plus. Donc il faut également subir les conséquences du dérèglement climatique. Ça, c'est inévitable, ils ne sont pas à l'abri. Au sortir de l'accord de Paris, Trump fait ça juste pour satisfaire ce lobby, les lobbies qui l'ont soutenu pour revenir au pouvoir. Mais c'est 4 ans. Donc 4 ans, ça passe vite. On verra bien 4 ans, qu'est-ce que ça va donner. Hein. C'est son dernier mandat, il ne va plus revenir. Voilà, de toute façon, il peut faire ce qu'il veut. Il a 4 ans et puis après, on verra ce que ça va donner. Donc les conséquences, on va voir les conséquences. Il n'y a pas que l'Europe qui veut sauver la planète. On veut sauver la planète, c'est pour toute la planète. C'est pour tout le monde. Donc les États-Unis, ils ne sont pas dans un autre monde. C'est le même monde, c'est la même planète. Donc revenir sur l'accord de Paris, je trouve ça pathétique. Mais que voulez-vous? Lui, il veut satisfaire ses soutiens. C'est ça qui est dangereux. Il veut satisfaire ceux qui l'ont soutenu pour revenir au pouvoir. Voilà. Mais en tout temps, la pollution à New York, il y en aura. La pollution dans les grandes villes des États-Unis, il y en aura avec tout ce qu'il annonce relancer la fracturation hydraulique, enfin le schiste, le pétrole de schiste, le gaz de schiste. C'est ça que ça signifie tout simplement. Donc la pollution, les États-Unis, les Américains vont subir la pollution. Peu importe. Oui, c'est comme si l'accord de Paris, c'était que pour Paris. Pas du tout. J'entends les panafricains dire, ouais, c'est bien là, ouais, c'est pour faire marcher Trump. Mais nous, en Afrique, on n'est pas organisés encore. C'est nous qui allons, nous sommes au bout de la chaîne. C'est nous qui allons plus subir. Nous sommes au bout de la chaîne où on est encore en train de se chercher en matière de santé, en matière d'amélioration des conditions de vie des populations, en matière de construction, de logement, des sons. C'est compliqué. Mais merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci pour vos j'aime. Merci pour les cœurs. Merci pour tout. Et à bientôt. Merci Jo. Merci Jo. Qui voulait monter? Mais je pense que je vais m'arrêter là. Il y a quelqu'un qui veut monter? Quelqu'un veut prendre la parole? Non? Personne? Personne ne veut prendre la parole. Ouais. Personne ne veut prendre la parole. Oui, les États-Unis ne sont pas dans un autre monde. Et il y en a qui pensent que Elon Musk, il va faire quoi? Il ira vivre dans une autre planète? Pas du tout. Pas du tout. Il ne fera rien du tout, Elon Musk. Voilà, c'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent, mais bon... il a aidé Trump, c'est tout, à gagner. Mais ça change quoi?
Ça change quoi pour le reste du monde? Surtout pour l'Afrique. C'est catastrophique. Pour l'Europe, de toute façon, l'Europe doit construire sa défense. Oui, c'est qui? Oui, Berger. Ah, je sais pas. Bon, pour l'instant, je... Qui veut prendre la parole? Qui veut monter? J'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. Mais je ne vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Là. Ouais, je regarde. Merci pour les cadeaux, Darlon. Merci. Merci pour les cadeaux. Voilà. Merci, merci. Je vais vous suivre. Voilà. Merci pour tout. Et bon, ben à bientôt pour... à bientôt pour... Alors, qui est là, qui est en ligne, qui est connecté, qui est connecté. Merci pour tout. On va débattre de tout. Et il faut bien que je m'arrange à donner la parole. Agathe, ah, bonjour, maman Agathe. Bon, ben, moi, j'arrête le direct. J'ai déjà fait plus d'une heure, donc je m'arrête. C'était rappel quand même, comme toujours avant de se séparer, les accords signés par Trump, la sortie de l'OMS, c'est compliqué pour nous l'Afrique, parce que nos enfants sont vaccinés grâce à certains dons de l'OMS. Nous avons des vaccins moins chers, à moindre coût. Il y a l'OMS qui contribue. Les États-Unis financent l'OMS. Si Trump sort, l'OMS perd une bonne partie de son financement. Et j'ai compris les raisons de cette sortie. C'est par rapport à la crise du Covid-19 que les Chinois ont caché la crise du Covid-19 parce qu'en fait, à la tête de l'OMS, il y avait des Chinois. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est la Chine qui dirigeait, en fait, qui était en tête. Et bien du coup, selon Trump, que ceux qui dirigeaient l'OMS à ce moment-là, les spécialistes qui étaient à l'OMS à ce moment-là, ont caché des choses pour protéger la Chine. Et c'est la raison pour laquelle Trump a décidé de sortir de là, vu que les États-Unis sont des grands contributeurs de l'OMS. Voilà. Alors, pour l'accord de Paris, comme toujours, c'est question de lobby. Lobby de l'industrie énergétique, de l'industrie fossile des États-Unis. Et le troisième point, on taxe les produits chinois à 60% et ils partent du Canada à 25%. Voilà, alors pourquoi le Canada parce qu'il y a un conflit entre les États-Unis à la frontière canadienne où les États-Unis avaient tendance à aller déposer les migrants à la frontière canadienne, donc presque au Canada. Et comme le Canada n'était pas d'accord, ben voilà, il y a ce conflit-là. Et il a parlé d'intégrer le Canada aux États-Unis. Et ça va créer encore d'autres conflits s'il applique ce qu'il dit. Parce que le Canada, on sait bien que c'est des Britanniques. Donc vous voyez bien que certaines décisions de Trump, ou ce qu'il avait promis faire, c'est un peu le désordre encore qu'il va créer. Parce que s'il cherche à occuper le Canada, il a parlé même de la Norvège, de l'Australie et tout ça, qui veut les intégrer aux États-Unis. Vous voyez bien ce que ça cause comme problème. Voilà. Voilà, alors la sortie de l'OTAN, j'ai pas entendu, hein, tout en sachant que s'il est là pour la puissance rendre les États-Unis grands, ah ben, je pense que sortir de l'OTAN, c'est rendre les États-Unis petits. Alors l'OTAN, c'est tout le commandement de l'OTAN, ce sont des officiers américains. Vous voyez? Donc sortir de l'OTAN, c'est perdre également cette partie de se sentir que les États-Unis soient un grand mec, great USA. Vous voyez que là, j'ai pas entendu qu'il a signé quelque chose pour la sortie de l'OTAN. J'ai pas entendu, mais je pense qu'il a sûrement raison. Parce que tous les autres doivent financer également. Parce qu'apparemment, les États-Unis, c'est les États-Unis qui financent, qui donnent beaucoup d'argent pour que ces institutions internationales fonctionnent.
Ça, il faut le dire. Donc lui, voilà, il ne veut pas que les États-Unis financent plus que les autres. Je pense que la question, c'est celle-là, pour le temps. Voilà. Et pour la Chine, les taxés 60%, je l'ai dit, qu'aujourd'hui, la Chine sous-traite. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois en Afrique qui exploitent des matières premières. Et ces matières premières terminent où? Dans les entreprises occidentales. Donc la Chine est devenue comme une sous-traitance justement de ces multinationales occidentales. Alors automatiquement, si la Chine vient prendre ça en Afrique, alors si la Chine est taxée à 60%, lesquels qui subissent au bout de la chaîne, ce sont les Africains qui ont donné leur marché d'exploitation minière aux Chinois. C'est ça que je voulais dire. Voilà, voilà, voilà. Et pour le reste, je viens de parler du Congo-Brazzaville, je l'ai dit, ce que je pense, ce que j'estime qu'on peut faire pour le Congo, mais quelques orientations sur les projets pour le Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la crise financière? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes au chômage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos frontières? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les terres vendues ou cédées aux Rwandais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est des questions. Alors, les terres vendues au Rwanda, il faut d'abord se débarrasser de sa souplesse. Une fois qu'on se sera débarrassé de ce gars-là, les solutions existent. Les solutions existent. Ils partiront d'eux-mêmes, les Rwandais. S'ils viennent s'installer au Congo, ils partiront d'eux-mêmes. Il n'y a même pas... c'est inquiétant parce qu'on est en train de saccager les terres arables, on est en train de détruire des familles actuellement. Les gens qui sont expulsés de leurs terres et qui n'ont plus où aller, ça c'est grave. Ça c'est grave. Et j'ai vu dans la Bouinza des populations qui ont perdu leur champ, alors qu'ils ne vivent que de ça, de l'agriculture vivrière. C'est avec ça qu'ils payent des études de leurs enfants, les fournitures scolaires. Et ce gouvernement de M. Sassou Nguesso cède ces terres-là aux Rwandais et ces populations-là se retrouvent sans rien, dans la rue, sans rien. C'est ça qui est difficile actuellement au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est pourquoi il faut faire vite pour que les choses changent. C'est ça. Il faut faire vite. Il faut aller vite. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut plus continuer à supporter, regarder tout ça. Comme si de rien n'était. Il y a des gens qui meurent. Il y a des bandits dans la rue qui coupent. Les passants qui agressent, des jeunes mineurs, des délinquants. C'est normal, les parents ne peuvent plus suivre quand des parents sont sans le sou, sont au chômage, n'ont plus rien à manger. Imaginez ces familles qui avaient leur champ, qui cultivaient leur maïs, l'arachide, le manioc, qui se retrouvent sans rien. Et les enfants, que deviennent ces enfants? Des voyous qui vont agresser dans la rue parce qu'ils ont faim. Quand les gens ont faim, ils font quoi? Ils agressent pour prendre ce qu'ils peuvent prendre, pour se nourrir. Ça devient... le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ça. Mais merci pour tout. Merci pour ceux qui me suivent. Je reviendrai sur plus de détails pour le Congo. Liato, c'est ça. Userait. Bah oui, mais bon, je sais. En tant qu'invité. Merci pour vos j'aime, merci pour vos cadeaux, merci pour vos étoiles, merci pour ceux qui s'abonnent. Je vais m'arranger quand même à parler de l'actualité, toujours le lien, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et le Congo-Brazzaville. Donc c'est ça ma démarche, l'Europe. Voilà, alors surtout je demande à mes compatriotes d'arrêter de penser que la France agit encore comme en 97. Aujourd'hui, la France n'agit plus toute seule parce qu'elle est dans une communauté. L'Union européenne a été revue. On a eu Maastricht 92 qui a changé beaucoup de choses.